Il suffit d'écrire quelque chose qui sert l'industrie pharmaceutique et aussitôt on est couvert d'une multitude de distinctions honorifiques. C'est un édifice de mensonges incroyable. Je peux seulement dire que sans médias libres, journalistes courageux et lanceurs d'alerte, nous irions vers des temps très sombres ici. Je n'aurais aucun espoir pour l'humanité. Entre nous, l'OMS a en fait un plan d'affaires pour gagner énormément d'argent avec les pandémies. 3500%, je l'ai mentionné tout à l'heure, en 10 ans, garantie au minimum. Un tel plan d'affaires, j'ai moi-même été PDG d'une entreprise, donc Chief Executive, j'ai rédigé des plans d'affaires. Je ne peux pas garantir à mes investisseurs quelque chose qui ne se réalise que, pour ainsi dire, si la nature fait quelque chose par hasard. Je dois agir activement pour que ces succès que j'ai inscrits dans le plan d'affaires se réalisent aussi. Cela veut dire que si je prévois un facteur de 35 comme rendement minimum, pour ainsi dire, alors je dois m'assurer que des pandémies soient effectivement déclenchées. Je ne peux le garantir que si je m'en occupe moi-même. C'est une énergie criminelle et un transfert de richesse flagrant des pauvres vers les riches. Docteur Nels, c'est un honneur de vous parler. Notre échange d'octobre est devenu viral. C'est donc un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Oui, je me réjouis aussi, Simo. Je ne sais pas, est-ce qu'on se tutoie ici ou est-ce qu'on se vous voyait déjà la dernière fois? Je ne suis plus tout à fait sûr. Je crois qu'on s'est tutoyé et vous voyez, mais on peut se tutoyer. Oh, vraiment? Jamais je ne laisserai faire ça. Je soutiens toujours l'égalité, s'il te plaît. D'accord? Alors, par où commencer? Quand on regarde la simultanéité des crises, pour beaucoup de gens, ça ne ressemble plus à de la politique, mais plutôt à une perte totale de contrôle. J'ai reçu de nombreux messages ces derniers jours, dont beaucoup n'étaient pas très positifs. Des gens m'ont écrit: Simo, je deviens fou. Simo, qu'est-ce que je dois faire? Simo, tant d'injustice. Et je dois vraiment faire attention à mon hygiène mentale pour ne pas devenir moi-même un peu cynique. Et c'est pourquoi ma première question pour toi est la suivante. Ce que nous vivons en ce moment, toute cette simultanéité des crises, est-ce du chaos ou une stratégie? Alors, à mon avis, c'est une stratégie. J'ai décrit cela en détail dans Le cerveau endoctriné. Je donne aussi la source pour cela. Il existe même un graphique à ce sujet, montrant que nous vivons à une époque de multiples crises, et ce graphique vient, je l'ai un peu modifié à cause du droit d'auteur, mais le contenu est identique à celui que le Forum économique mondial, je crois que c'était en 2022, a publié. Il publie chaque année un rapport sur les risques et annonce déjà à l'avance quels risques nous allons rencontrer. Par exemple, le terme permapandémie y est également mentionné. Mais les risques vont bien sûr du blackout aux crises financières, au prix du pétrole, au changement climatique, aux guerres, tout est mentionné. Donc la liste est extrêmement longue et il montre aussi l'interconnexion entre les crises, comment elles sont liées entre elles, comment elles se renforcent mutuellement. Et finalement, la quintessence, c'est que nous finissons tous par réclamer, nous réclamons tous un pouvoir global qui nous protège. C'est ça l'objectif. On dit qu'aucun pays au monde ne peut résoudre toutes ces crises individuellement. Nous avons besoin d'un gouvernement mondial. Et c'est exactement dans ce sens que travaille le WEF. Dans le domaine de la santé et du climat, c'est déjà l'OMS qui agit en quelque sorte comme souverain mondial désigné. Et finalement, tout cela vise à ce que nous devenions une société mondialisée avec un chef suprême, probablement une super IA, donc une intelligence artificielle généralisée, comme on l'appelle aujourd'hui, qui aurait des capacités humaines pratiquement dans tous les domaines, mais bien sûr qui serait 1 million de fois ou des milliards de fois ou infiniment plus intelligente si l'on part du principe de la singularité, infiniment plus intelligente que l'ensemble de l'humanité réunie. Juste une petite parenthèse avant de continuer. 93% d'entre vous regardent régulièrement ici sans s'abonner à la chaîne. Si tu remarques maintenant que ce genre de discussion t'apporte quelque chose, alors abonne-toi s'il te plaît, ça aide la chaîne plus que tu ne le penses. Et maintenant, on continue la conversation. Je ne sais pas comment tu as perçu les révélations sur Epstein, mais pour moi, c'était surtout des ragots et du voyeurisme. Et quelque part aussi la preuve ultime que l'argent et le pouvoir corrompent. Et d'une certaine manière, tout le monde essaye de monter dans ce gouvernement mondial ou dans ce cercle exclusif pour profiter des connaissances d'initiés, s'enrichir au maximum, se sentir comme des dieux et finalement se placer au-dessus des lois. Uli, comment as-tu vécu ce débat? Je ne peux en fait le dire que comme tu l'as dit toi-même, mais bien sûr, il y a ceux qui filtrent à travers tout ça. Déjà rien que par cette personne, mais aussi par les activités que beaucoup ont faites avec lui. Le mépris de l'humanité se ressent très clairement. Il ne s'agit pas seulement d'un ressenti, c'est vraiment évident
Un mépris massif de l'humanité, c'est presque divin, ça s'ajoute à cela. Alors que ces dieux-là, ces soi-disant dieux, ne croient pas vraiment vouloir servir ou aider les humains ou considérer les humains comme leur création, comme le feraient peut-être les dieux s'ils existaient quelque part, mais il s'agit simplement du fait qu'ils croient réellement être au-dessus de tout, au-dessus de la loi. Et surtout, ils sont absolument méprisants envers l'humanité quand on voit les jeux et les brutalités qui sont commis dans ces cercles. Soudain, tout est devenu très clair pour moi, comme je l'explique aussi dans mon livre Le cerveau endoctriné. J'appelle cela l'aspect de la sociopathie acquise, c'est-à-dire une sociopathie croissante, simplement par l'accroissement du pouvoir, donc un détachement allant jusqu'au mépris de l'humanité. Ils pensent vraiment être au-dessus de la loi et de tout. Et le fait que tout cela ait été planifié si tôt et de manière concertée ressort également des dossiers Epstein. Et ma femme m'a dit, quand nous étions justement aux États-Unis, quand la guerre contre l'Iran a commencé, elle m'a dit, n'est-ce pas simplement une distraction maintenant des dossiers Epstein, un peu comme elle me l'avait déjà dit quand la guerre en Ukraine a commencé? Est-ce que c'est déjà une distraction du traitement de la crise du Covid? Donc chaque crise détourne déjà l'attention d'examiner la précédente, exactement parce qu'on est déjà occupé avec la suivante. Donc une crise créée par l'homme en remplace une autre, de sorte qu'on ne peut jamais discuter de la façon dont elle est réellement causée par l'homme. Je suis entièrement d'accord avec toi, j'y ai encore pensé. Donc, quelqu'un capable d'organiser une telle pandémie avec de tels leviers, et déjà en 2015, et peut-être même encore plus tôt, à ce sujet, Probablement en 2011, oui. il avait compris la tension, il pouvait rassembler énormément de ressources financières en très peu de temps, et beaucoup de gens en ont vraiment profité pendant très longtemps. Les gens le savaient et pouvaient accéder à une richesse incroyable grâce au délit d'initié. Et tu viens de le mentionner aussi lors de notre dernière conversation, l'événement 201. Et même dans les dossiers Epstein, il a toujours été sous-entendu que cette pandémie était en préparation. Est-ce que tu as aussi, d'une certaine manière, je ne veux pas utiliser le mot Schadenfreude, mais je veux dire, tu avais déjà prédit il y a des années, d'une manière assez exacte, que ce n'était pas un événement aléatoire. Non, donc Schadenfreude, certainement pas, ni une sorte d'autoconfirmation ressentie qui me rendrait heureux maintenant. Au contraire, ça me rend extrêmement bouleversé quand on voit à quel point tout cela s'avère vrai, et je n'ai certainement pas été le premier à le signaler. J'ai plutôt essayé de comprendre ce que cela fait dans le cerveau des gens et comment l'endoctrinement se produit. Mais nous en avons déjà parlé au tout début, que tout cela, oui, ces multiples crises, les crises partout dans le monde, selon le VF, indiquent finalement ou sont censés amener les gens à accepter un gouvernement mondial. Un peu comme nous acceptons maintenant l'OMS pour les pandémies, en tant qu'autorité suprême pour la gestion des pandémies, alors qu'elle est en partie responsable de l'origine des pandémies. En examinant les dossiers Epstein, on voit qu'en fait, ce gouvernement mondial existe déjà via ces technocrates. Parce qu'ils n'ont pas seulement influencé les médias, oui, ils ont aussi influencé le gouvernement. Nous le voyons dans la commission d'enquête. Il y a encore beaucoup de personnes là-bas qui pensent avoir tout fait correctement, même s'ils savent en réalité qu'ils ont été manipulés et ont agi sous l'influence d'Epstein et compagnie. Donc en principe, oui, on reconnaît maintenant les marionnettistes, certains ont déjà été nommés, et les marionnettes elles-mêmes croient toujours qu'elles agissent de manière autonome. Et à mon avis, c'est déjà un indice clair que nous avons un gouvernement mondial, le gouvernement mondial composé de technocrates, et il est temps que le véritable souverain, c'est-à-dire l'humanité, se rebelle. C'est justement cela qu'ils craignent, que les gens s'unissent simplement et descendent dans la rue. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a seulement quelques milliers de personnes qui appartiennent à ce gouvernement mondial, et de l'autre côté, il y a tout simplement 9 milliards d'êtres humains. Si jamais ils s'unissent, Peter Thiel a déjà qualifié Greta Thunberg d'antéchrist lors d'une interview, indépendamment de ses ambitions politiques. Une autiste réussit pourtant à mobiliser des millions de personnes dans la rue. Pour ces élites ou pour un tel gouvernement mondial, c'est une erreur de système parce que ça a avancé sans leur approbation, sans leur validation. Je pense que c'est ça leur... Là, je serais presque en désaccord parce que Thunberg sert justement ces mondialistes. Donc ce n'est pas comme s'il avait agi contre les mondialistes.
Les mondialistes se servent du changement climatique, surtout d'origine humaine, comme arme contre l'humanité, il faut le dire clairement. Nous avons définitivement un changement climatique, il y en a toujours eu, probablement depuis qu'il y a un climat, il change, mais le changement climatique actuel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est la fin d'une ère glaciaire, le réchauffement global et peut-être aussi une stagnation depuis 1 ou 2 ans, ce qui pose un petit problème aux activistes du climat. Pour eux, mais au final, le changement climatique causé par l'homme, ce que Thunberg essaie de propager, sert en fait l'agenda mondial. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'elle ait agi contre eux. Je pense qu'elle a été massivement soutenue de manière très subtile, et subtilement, justement pour que cela donne l'impression qu'elle agit seule. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part. Je n'ai aucune preuve, mais ils vont tous dans le même sens. Je ne pense donc pas qu'ils aient agi les uns contre les autres et que Thunberg a certainement trouvé beaucoup de soutien à ce niveau-là. Maintenant, dans les dossiers Epstein, il y a relativement beaucoup de scientifiques, même des universités d'élite, qui apparaissent à plusieurs reprises dans ces documents. Est-il possible que ce gouvernement mondial ait déjà impliqué ces institutions à l'avance dans toutes ces planifications? Oui, absolument. Je veux dire, ce n'est pas nouveau. Toutes les universités de l'Ivy League, donc ces vieilles universités prestigieuses, s'appellent Ivy League parce que le lierre pousse déjà sur leurs murs, que ce soit Harvard, Stanford ou Princeton. Toutes ces universités d'élite ont été soutenues financièrement très tôt par l'université Rockefeller, déjà à la fin ou au début du XXe siècle. Je l'ai expliqué en détail dans le dernier chapitre de mon livre, Le complot du lithium. Elles ont été intégrées, absorbées, pour ainsi dire, et instrumentalisées pour la médecine, pour transformer la médecine en ce qu'on appelle la médecine allopathique, c'est-à-dire une médecine qui ne traite plus les gens de manière causale, adaptée ou préventive, mais uniquement avec des moyens extérieurs, sans protéger des maladies ou les traiter à la racine, mais simplement par des produits issus de la pétrochimie, d'où venait d'ailleurs Rockefeller. Elles ont été délibérément, pour ainsi dire, instrumentalisées à cette fin, c'est-à-dire que cela remonte presque aussi loin que l'existence de ces universités. Elles ont été utilisées à cette fin, et c'est pourquoi cela ne m'étonne absolument pas. Et l'industrie pharmaceutique utilise aussi massivement l'industrie. Enfin, pas l'industrie, mais elle-même. L'industrie pharmaceutique utilise aussi massivement ces universités et la recherche universitaire, notamment par le biais de financements externes et de prix. Il suffit d'écrire quelque chose qui sert l'industrie pharmaceutique et aussitôt on est couvert d'une multitude de distinctions honorifiques jusqu'à la croix fédérale du mérite. Mais si on écrit quelque chose qui ne plaît pas à l'industrie pharmaceutique, comme par exemple ce que j'ai fait en disant que Alzheimer pourrait être évité avec des moyens naturels, ou que le lithium est un oligo-élément essentiel, alors on est tout simplement couvert de moqueries et de sarcasme, on est discrédité et on n'a plus aucune chance de se faire entendre dans les médias grand public. Donc très clairement, ce n'est rien de nouveau. Cela montre simplement que même des personnes comme celle-là, donc des pédophiles condamnés, ont toujours la possibilité d'exercer une influence énorme grâce à leurs moyens. Tu soulèves beaucoup de points importants. Pour moi, la loyauté est le vrai récit, pas la véracité. Ces dernières semaines et mois, j'ai aussi un peu perdu espoir. Je veux dire, je vois de grands scientifiques, dont toi par exemple, mais tout le débat autour du corona, ça ressemble un peu à une voix à sens unique. Et je n'arrive vraiment pas à imaginer qu'un jour, un Lauterbach, un Spahn ou une Ursula von der Leyen se fassent prendre d'une manière ou d'une autre. Le système récompense justement cette loyauté. Quand je vois maintenant qu'un Lauterbach doit devenir président de l'OMS, il y a quelques semaines, je me suis vraiment pris la tête. Oui, donc, le système finit toujours par te rattraper. Je dois juste te rappeler, on pourrait peut-être l'afficher ici, c'est assez drôle. J'ai eu Span en face de moi, pour ainsi dire, j'ai eu le droit de l'interroger. Même si ce n'était que 5 minutes à la commission d'enquête, 5 minutes de questions, réponses incluses, on a donc un temps incroyablement limité, on se prépare pendant des semaines et au final on n'a que 5 minutes. Et si ensuite une réponse arrive, aussi absurde qu'elle puisse l'être, il ne reste plus 1 minute pour demander des précisions. C'est même venu de la commission d'enquête. Nous avons donc, le groupe parlementaire de l'AfD a essayé de proposer que, lorsqu'on reçoit des réponses absurdes, on ait le droit de poser à nouveau des questions. En quelque sorte, par écrit, par la suite, c'est ce que la commission d'enquête a interdit. Oui, donc, on n'a pas le droit de poser de questions supplémentaires.
On doit même être aimable parce que ceux qui sont invités, comme Jens Spahn ou Christian Drosten, viennent de leur plein gré. Il faut vraiment les traiter s'ils viennent volontairement comme des invités, donc aimablement, puisque nous sommes les hôtes. Et surtout ne pas être désagréable, même s'ils mentent ouvertement, ce qu'ils ont tous fait. Et Jens Spahn a notamment dit, en réponse à ma question, que dans son livre, c'était clair, il a écrit un livre, nous devons nous pardonner, ou quelque chose comme ça, nous devrons nous pardonner. On doit vraiment se demander si cela concerne le passé ou ce qui va encore arriver à l'avenir. Oui, tu étais professeur de lycée, je crois, donc nous devrons nous pardonner. Comment peut-on interpréter cela, purement linguistiquement? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à venir? Cela concerne-t-il vraiment le passé? Je ne suis pas certain, car auparavant, il refusait clairement de pardonner à quiconque. Tom Lausen lui a demandé si nous allions pardonner aux personnes, aux médecins, qui ont réellement appliqué le serment d'Hippocrate pendant la période du corona, car ils sont persécutés et certains d'entre eux sont même en prison. Il a alors demandé, ne pourrait-on pas accorder une amnistie pour eux? Il a répondu non, en aucun cas. Donc, il refuse totalement de leur pardonner. Alors pour moi, la vraie question est, quel est ce pardon? Mais alors, dans ton livre, il est écrit qu'il a déjà été informé très tôt, au printemps 2020, que le virus provenait très probablement d'un laboratoire. Ceci constitue presque une arme biologique, ou pourrait l'être, avec des propriétés inattendues. Je lui ai alors posé la question directement, si l'on soupçonne cela, comment peut-il justifier qu'on teste encore cette arme biologique sous une forme modifiée et donc aggravée, en stabilisant l'ARNM comme une expérience génétique sur des enfants, c'est-à-dire des nourrissons, des femmes enceintes. Et là, il ne m'a d'abord pas contredit du tout, il a simplement déclaré que ce sont les parents qui l'avaient voulu. Donc ce sont les parents qui l'auraient voulu, pas lui, bien qu'il ait fait la promotion de cela, même contre l'asticot, qui à ce moment-là était encore indécise, et a ensuite plutôt suivi le dogme ou le diktat politique. Il y a eu une déclaration de sa part, celle-ci devrait vraiment être affichée, car à mon avis, c'est la plus critique. Oui, comment dire, la prise de conscience que nous avons tirée de l'enquête jusqu'à présent, à savoir sa déclaration selon laquelle il n'a jamais été question de protection d'autrui. Donc il était clair dès le départ que ce truc qu'on injectait ne procurait aucune protection pour les autres, cela lui était clair. Et nous savons tous les deux que c'est précisément ce principe de solidarité. Si nous ne nous faisons pas vacciner, alors nous ne protégeons pas nos voisins. Cela fait de nous, en fait, des monstres. Oui, nous sommes des problèmes pour la société, devons nous sentir mal et n'avons même pas le droit de sortir. Toutes les règles G1, G2, G3, tout cela a pratiquement été rendu absurde par cette seule déclaration de sa part. Et je dois être tout à fait honnête, je ne lui ai même pas posé la question directement à ce sujet. Je crois que cette déclaration lui a simplement échappé, et bien sûr, c'est un homme politique chevronné. Je ne pense pas non plus que ce soit arrivé par inadvertance, mais cette déclaration est vraiment lourde de sens. Et en fait, il aurait dû être menotté et emmené après l'enquête. C'est totalement incompréhensible pour moi, d'autant plus que les enfants ne faisaient justement pas partie du groupe à risque. Tout d'abord, je tiens à préciser une fois de plus qu'à l'époque, il n'y avait certainement aucune preuve indiquant si cela provenait ou non d'un laboratoire en question. Et autant que je puisse en juger avec les sources qui sont à ma disposition, cela n'a pas été prouvé à ce jour. Il s'agit plutôt de suppositions pour lesquelles il existe peut-être des indices, mais aucune preuve définitive. La deuxième chose, en ce qui concerne la protection contre l'infection après une vaccination, il a toujours été clair. D'ailleurs, cela a également été défini par l'OMS, que l'objectif de la recherche et de l'acquisition de vaccins est d'avoir un vaccin qui protège contre les formes graves. Il n'a jamais été l'objectif, même pas pour l'OMS, lors du développement des vaccins, d'obtenir une protection contre l'infection pour les tiers, ce qui d'ailleurs n'est pas inhabituel pour d'autres vaccins non plus. Au début, on a constaté qu'après une vaccination, il y avait apparemment, effectivement, moins d'infectiosité pendant un certain temps. Mais malheureusement, cela a diminué avec le temps. Tu as toi-même, comme tu viens de le décrire, participé à cette réévaluation du coronavirus. Honnêtement, dirais-tu que cette réévaluation a révélé quelque chose de nouveau? Oui, absolument. Donc, quelque chose de vraiment nouveau, non. Mais ce qu'on pouvait soupçonner, à savoir qu'on ne veut pas vraiment faire une réévaluation, eh bien, cela a au moins été confirmé maintenant. On le sait désormais. Et ce qui est aussi clair, c'est que s'il ne s'agit pas vraiment d'une réévaluation en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, au final, de rapport final,
où l'on dira ensuite que nous avons mal agi et aurions dû faire autrement à l'avenir. Ce qui est clair, c'est que cette enquête sert en fait uniquement à dérouler le tapis rouge pour l'OMS lorsque la prochaine pandémie sera déclarée. Peut-être alors par un certain Monsieur Lauterbach. Et il aurait alors pratiquement, en tant que dirigeant mondial en matière de santé, grâce au traité sur les pandémies, un droit d'ingérence sur la politique de santé allemande. Mais aussi sur la politique mondiale, pas seulement allemande. Et s'il est possible d'obtenir quoi que ce soit, ce sera grâce au travail de sensibilisation de ceux qui essaient là-bas, en tant qu'opposition, de poser des questions critiques. Donc ceux qui se trouvent en dehors de ce groupe confortable, et ce sont justement les 3 députés de l'AfD et les 3 experts qui y ont été invités. Et j'y ai aussi participé les 4 ou 5 premières fois à ces réunions, et bien sûr, nous avons aussi fait un vrai travail d'information. Chacun a maintenant la possibilité de voir à quels mensonges nous avons été confrontés, jusqu'à ce que le PEI, donc l'Institut Paul Ehrlich ou l'Institut Paul Mensonge, ait maintenant dû l'admettre, après avoir affirmé pendant des mois, pratiquement des années, qu'aucun protocole n'avait été tenu concernant les effets secondaires des vaccins, que ces protocoles existent en réalité. Mais on est constamment trompé et il n'y a donc jamais de véritable clarification. Mais c'est justement cela qui attire l'attention du public. Mais malheureusement, seulement grâce à nos médias indépendants dont tu fais partie, tout comme ma petite chaîne, et c'est nous qui faisons en sorte que cela soit connu. Donc, nous deux et beaucoup d'autres aussi, et il faut aussi les remercier. Si ce travail d'information n'a pas lieu, alors cette enquête est inutile. Ce n'est que grâce à la couverture des médias indépendants que tout cela prend vraiment forme. Est-ce que cela a un sens juridique ou, journalistique? Et le travail d'information de la base, nous en avons parlé au début, le souverain, la population mondiale doit se réveiller, donc pas seulement la population en Allemagne, la population mondiale doit se réveiller. Et ce reportage d'enquête contribue à faire en sorte que cela puisse arriver. Je me demande parfois dans quel monde nous vivrions sans médias libres, notamment avec les dossiers Epstein. Là, ce sont surtout des youtubeurs qui ont dû s'asseoir, faire des recherches, réfléchir à la façon de rassembler tous les faits, comment on peut regrouper tous les dossiers, alors que le ministère de la Justice, le FBI et les médias traditionnels ont tout simplement ignoré cela pendant des décennies. Même lors de l'enquête ou du travail de clarification sur le corona, cela reste quasi absent des médias traditionnels. Eh bien, les fichiers du RKI n'ont pas été rendus publics par le Spiegel ou la Süddeutsche, mais par une plateforme indépendante, multipolar, avec Paul Schreier. Et puis, là, par exemple, aux États-Unis, le Freedom of Information Act a permis que toutes les déclarations de Drosten, où il a clairement menti, soient enfin rendues publiques 5 ans plus tard. Les emails avec VG de cet événement conspiratif qui a eu lieu le 1er ou le 2e février 2020, avec l'idée derrière de faire croire à la population mondiale que le virus ne pouvait provenir que de la nature. Toute alternative serait une théorie du complot. Et les connaissances qu'il avait à l'époque de ces conversations, c'est qu'il y avait effectivement des doutes au sein de la communauté et que les gens avaient de très grands doutes. Puis, quelques semaines plus tard, publié un article, l'article le plus cité au monde en 2020, donc un travail scientifique, un article au niveau mondial, qui affirme ensuite qu'il existe une origine proximale dans la nature, alors que cette origine proximale, c'est-à-dire le parent proche du SARS-CoV-2, provient en réalité du même laboratoire où le virus a probablement été créé lui-même. C'est donc un édifice de mensonges incroyable, et je peux seulement dire que s'il n'y avait pas, pour ainsi dire, de médias libres, de journalistes courageux, de personnes qui cherchent à éclairer, nous irions vraiment vers des temps très très sombres. Je n'aurais aucun espoir pour l'humanité. Bill Gates, le super philanthrope, du moins selon les médias traditionnels, a souvent prononcé dans de nombreux échanges écrits avec Jeffrey Epstein la phrase suivante : « Comment se débarrasser des pauvres gens ?» C'est déjà une façon de penser très satanique. À tes yeux, est-ce que cela a aussi un rapport avec le coronavirus, dans le sens où ils ont vraiment envisagé à l'époque de réduire significativement la population, même si l'expérience, je dirais, n'a réussi qu'en partie parce que la population n'a pas été réduite de façon aussi significative? Je fais à nouveau référence au livre Le cerveau endoctriné.
J'y ai déjà discuté exactement de cet aspect que tu viens de mentionner. Bien sûr, les vérificateurs de faits vont tout contredire à nouveau, mais le fait est que Bill Gates a parlé du changement climatique lors d'une conférence TED, que dans l'équation, selon lui, le changement climatique est lié au CO2 et à son évolution. Un facteur, en quelque sorte, c'est clairement le nombre de personnes, l'être humain multiplié par les émissions de CO2 par personne, cela donne les émissions totales. Donc, si on veut modifier quelque chose dans cette équation, soit nous devenons plus efficaces dans la consommation de combustibles fossiles, bon, on peut en discuter si on croit vraiment que tout dépend de cela, soit on réduit simplement le nombre de personnes. Il a alors affirmé que la vaccination permettrait de réduire le nombre de personnes. On a ensuite un peu embrouillé la logique en disant que plus il y a de personnes vaccinées, surtout dans les pays où les taux de natalité sont élevés, que les gens se disent alors « Oh, les enfants sont maintenant tous vaccinés, je n'ai plus besoin d'avoir autant d'enfants » et que cela signifierait en retour que la population mondiale, diminuerait ainsi. Donc je mets 10 enfants au monde, mais 8 meurent d'une maladie infantile qu'on pourrait prévenir par un vaccin. Il ne reste de toute façon que 2 enfants, mais si je vaccine ces deux-là, alors ils survivent, donc j'aurai moins d'enfants. C'est aussi illogique que possible. Mais cela a ensuite été présenté comme une explication embrouillée de cette phrase, selon laquelle on pourrait réduire l'humanité grâce au vaccin. Et je tiens à souligner que déjà en 1993, j'ai d'ailleurs consacré toute une page à cela dans un livre, l'OMS a essayé, à travers une préparation combinée, un vaccin, un antigène, officiellement contre le tétanos. Nous vaccinons contre le tétanos, mais combiné avec l'HCG, c'est-à-dire l'hormone gonadotrophine chorionique humaine, donc l'hormone de grossesse qui maintient la grossesse, à travers une protéine de fusion qu'on a administrée aux filles, uniquement aux filles, pas aux garçons, ce qui est très étrange, et cela a conduit à des interruptions de grossesse. Parce que les filles, les jeunes femmes, développent alors une maladie auto-immune contre cette hormone dont elles ont pourtant besoin pour maintenir la grossesse. Donc, en principe, les filles sont rendues stériles par un vaccin. Tout cela s'est passé en secret. Tous les documents ainsi que les faits publiés scientifiquement peuvent être consultés dans mon livre. Donc, l'OMS a déjà activement essayé de réaliser une réduction de la population par la vaccination. Gates est l'un des plus grands financiers de l'OMS, avec les dons, bien que non simples, sont destinés à un usage précis. Et comment l'OMS veut gagner de l'argent avec les vaccins? Facteur 35, retour sur investissement, encore une fois très précisément facteur 35, pas 35%, facteur 35. Nous parlons ici de 3500%, si je ne me trompe pas dans mes calculs, donc des rendements énormes grâce à la vaccination. Donc il s'agit d'argent, mais aussi de réduction de la population, et on le constate également. Nous voyons un nombre réduit de naissances et nous constatons un taux de mortalité accru. Et si j'ai une entreprise où, pour des raisons de coût, le marché change et je veux réduire mon personnel, si je veux le faire de manière socialement acceptable, alors j'envoie les gens à la retraite plus tôt. Autrement dit, mortalité précoce en transposant et je n'embauche plus de nouveaux employés. Autrement dit, taux de natalité réduit et en principe, c'est ce qui se passe maintenant. Et j'ai fait un calcul approximatif selon lequel nous aurions déjà plusieurs centaines de millions de personnes en moins si ce programme n'avait pas eu lieu. Je n'ai qu'à voir les taux de natalité. J'ai comparé la période de 2010 à 2015, donc le nombre de personnes vivant sur notre planète de 2010 à 2015 comparé à 2011 à 2025. Et on peut estimer en quelque sorte quel aurait été le taux de croissance, et il y a une cassure. Ce n'est pas que nous ayons une croissance négative, donc une diminution de la population, mais nous avons une croissance réduite, ce qui est déjà un indicateur qu'il manque plusieurs millions de personnes. Tu as quitté la commission d'enquête. Quelles étaient tes motivations? Oui, il y a des aspects positifs et négatifs, pour ainsi dire. Les aspects positifs étaient que j'avais apporté à peu près tout ce qui concernait mes sujets pendant le temps où j'y étais. Donc j'ai un peu épuisé mes cartouches, je dois le dire. Pour moi, il était important de montrer qu'il existait clairement des alternatives au programme de vaccination. Il faudrait en discuter plus en détail. Le sujet de la vitamine D est très actuel, surtout quand j'imagine qu'il y a là un professeur Stéphane Kluge de l'université de Hambourg
Qui, par exemple, a délibérément veillé à ce que, par exemple, des patients gravement malades ne reçoivent pas de vitamine D. Donc là-dessus, on peut vraiment insister. Donc ce sujet est vraiment très très sensible, à savoir qu'il existe une alternative saine, c'est-à-dire un système immunitaire sain, grâce auquel les gens ne meurent pas de maladies respiratoires, alors qu'il ne s'agit même pas de la Covid. Ici, il s'agit du VRS, de la grippe, de toute forme de maladie respiratoire, virale ou même bactérienne. Les gens meurent de tempêtes de cytokines causées uniquement par un système immunitaire mal régulé. Les carences en oligoéléments et vitamines y jouent un rôle important. Mais cela est complètement ignoré, au contraire, on agit même activement dans ce sens. C'était un sujet très important pour moi. Le deuxième grand sujet, c'était bien sûr la PCR. Je suis généticien moléculaire, je connais bien la PCR. J'étais satisfait d'avoir interrogé Monsieur Drosten, qui m'a ensuite répondu grossièrement, sans vraiment répondre à ma question. Ma question à l'époque était de savoir s'il avait recommandé un facteur de 45, c'est-à-dire 45 cycles. Je savais qu'il ne pouvait pas accepter, car lors de la commission d'enquête de Tübingen, il avait déclaré ne jamais l'avoir recommandé. S'il disait oui maintenant, il aurait menti là-bas. S'il disait non, il aurait menti aussi, car j'avais les documents. Il a simplement affirmé que 45 était négatif, ce qui est évidemment absurde. Encore une fois, le passé est totalement renversé. Si le facteur 45 avait été négatif au PCR avant 2020-2021, alors nous n'aurions même pas eu de pandémie. Elle devait être considérée comme une infection positive. Personne qui était positif avec le facteur 45 n'a ensuite été considéré comme négatif. Au contraire, et ce facteur 45, d'un point de vue moléculaire génétique, est une absurdité totale. Et il le savait lui-même. J'ai moi-même cité une déclaration de lui datant de 2014 dans le magazine Wirtschaftswoche, où il disait que c'était absurde d'utiliser des chiffres aussi élevés. Oui, donc là aussi j'ai pu l'interroger. C'était un sujet important pour moi, et le sujet ultime pour moi était l'origine du virus. Pour empêcher une pandémie, nous devons rechercher ses causes et son origine. Et si la pandémie provient effectivement du laboratoire et qu'elle pourrait à tout moment provenir à nouveau d'un laboratoire, alors nous devons mettre un terme à ceux qui créent de tels virus. Et, fait intéressant, tout comme les méthodes alternatives de prévention, aucun des deux sujets n'a été abordé lors de l'enquête. Et j'ai pu introduire cela pratiquement par la porte de derrière et de manière très intensive. Cela a donc été pris en compte. Et cela a même conduit, comme je l'ai appris, à ce qu'il y ait maintenant une expertise précisément sur ce sujet au sein de l'enquête. Cela signifie que ce que l'enquête a essayé d'éviter devient maintenant effectivement un sujet. Et ça, je dirais que c'est mon mérite et j'en suis content. Mais répéter ces points à chaque fois n'a aucun sens pour moi. Ce qui est plus important, c'est que, parce que je crois aussi que tous les autres points seront très bien représentés par ceux qui sont déjà là. Nous avons un excellent analyste de données et le professeur Homburg, expert des contextes politiques. Ils savent tout faire, ils n'ont pas besoin de moi. Ça, c'est le côté positif, mais il y a aussi un côté négatif à mon départ, et c'était le suivant. Au fil des premiers mois, des groupes se sont formés petit à petit, 5 groupes différents qui, en coulisses, ne discutaient pas publiquement Ils discutent de questions fondamentales et il s'agit essentiellement de savoir comment préparer au mieux la prochaine pandémie, donc pas de la prévenir, mais de s'y préparer. Par exemple, faciliter juridiquement la gouvernance directe de l'OMS. Pour des raisons totalement absurdes, en tant que non-juriste absolu, je me suis retrouvé dans le groupe juridique en tant que seul représentant, disons, l'une des personnes qui essaie de poser des questions critiques là-bas. Encore une fois, un groupe de copinage des partis gouvernementaux et d'une opposition inexistante. J'étais le seul à être assis en face de ces juristes lors de la première séance. Je me souviens encore comment j'ai posé la question, car il s'agissait aussi d'un examen juridique d'une stratégie de prévention. Et j'ai dit, oui, nous savons tous que ce n'était pas une zoonose naturelle, qu'il y a suffisamment de preuves que tout cela vient du laboratoire. Ne voulons-nous pas agir juridiquement à ce sujet? Et puis la présidente m'a dit que ce n'était pas ici une question de prévention et que ce n'était pas un sujet. Et d'un autre côté, la discussion s'est ensuite déroulée, bien sûr, dans le jargon juridique. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi parce que ces réunions de groupe servent à rédiger à la fin le rapport final. Donc ce sont les groupes
Pas la séance publique, mais les groupes qui se réunissent, qui rédigent le rapport final. Si dans le rapport final, il y a quelque chose que je ne comprends pas ou ne peux défendre, n'étant pas juriste, et surtout quand je ne peux même pas former une opposition de manière raisonnable, parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent, moi non plus, bien sûr, je comprends superficiellement, mais pas assez pour pouvoir vraiment participer sérieusement à la discussion. J'ai donc recommandé que mon poste soit remplacé par un juriste, et c'est ce que nous avons réussi à faire. Madame Beat Feil, juriste, occupe maintenant ma place dans ce groupe. Et elle peut bien sûr mieux informer l'extérieur sur les absurdités qui y sont discutées. Donc selon moi, notre état de droit est de plus en plus vidé de sa substance. Tu as évoqué à plusieurs reprises ces futurs accords de pandémie de l'OMS. Comment doit-on concrètement se les représenter? Eh bien, un nouvel amendement doit à nouveau être discuté. Je crois que c'est l'amendement 12 ou le paragraphe 12. Il s'agit par exemple de prévoir que lorsqu'un virus apparaît quelque part et qu'il peut être critique, l'OMS veille à ce que, peut-être par le biais d'un hub comme à Spiertz par exemple en Suisse, où l'OMS avait déjà un grand laboratoire, mais en construit actuellement un encore plus grand. Et ensuite, tous les acteurs mondiaux, y compris les entreprises pharmaceutiques, auront accès à ces virus. Et il est précisé, par exemple, dans un sous-paragraphe, qu'il ne s'agit pas seulement de virus zoonotiques, donc des virus que l'on trouve par hasard dans la nature et qui pourraient éventuellement être pathogènes pour l'homme, même si, à vrai dire, je ne sais même plus vraiment quels virus réellement pathogènes pour l'homme sont venus de la nature ces dernières années ou décennies. Car pour tous ceux qui étaient vraiment dangereux, il existe un soupçon concret qu'ils proviennent du laboratoire, y compris Ebola, le VIH et d'autres. Et, euh, et là, il était clairement mentionné que même les accidents de laboratoire, certains virus de laboratoire, devaient ensuite y être répartis efficacement. Donc on travaille déjà en quelque sorte sur la prochaine pandémie, et les accidents de laboratoire, dont il y en a d'innombrables, en seraient alors le déclencheur. Et franchement, entre nous, personne n'écoute, soit dit en passant. L'OMS a en effet un plan d'affaires pour gagner énormément d'argent avec les pandémies, 3500%, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. En 10 ans, c'est garanti, au moins un tel plan d'affaires. J'ai moi-même été PDG d'une entreprise, donc Chief Executive, j'ai rédigé des plans d'affaires. Je ne peux pas garantir à mes investisseurs quelque chose qui ne se réalise que si la nature, par hasard, fait quelque chose. Non, je dois agir activement pour que ces succès que j'ai inscrits dans le plan d'affaires se réalisent aussi. Cela veut dire que si je prévois dans le facteur 35 comme rendement minimum, alors je dois m'assurer que des pandémies soient effectivement déclenchées et je ne peux le garantir que si je m'en occupe moi-même. C'est une énergie criminelle, un transfert flagrant de richesse du bas vers le haut, car au final, c'est le contribuable allemand qui paie tous les vaccins. Beaucoup ignorent qu'en réalité, la richesse passe clairement des plus pauvres aux plus riches. Encore une fois, il s'agit de délits d'initiés, de maximisation de l'argent pour que quelques-uns puissent s'en mettre plein les poches. Cela ne sera sûrement pas dans le coin lecture de Michael sur mon site web, mais le livre, comme son titre l'indique déjà, Covid-19, le grand bouleversement. Et le grand bouleversement consiste en une redistribution massive. Comme tu l'as déjà mentionné, dans le sens de en l'an 2030, nous ne posséderons plus rien, mais nous serons heureux et nous n'aurons plus de vie privée, et ainsi de suite. Cela veut dire que le Covid est un mécanisme, mais au final, chaque pandémie, chaque guerre, tout est utilisé comme un mécanisme pour nous dépouiller de plus en plus. Et les coûts ne sont pas seulement les doses de vaccins, je parle aussi de la paralysie de la vie sociale. Toutes les préparations pour ces vaccinations et ces mesures coûtent énormément d'argent. Il suffit de penser aux masques qui ont été achetés pour des milliards, ou à la destruction des masques que Jens Spahn a maintenant ordonné, ou du moins doit assumer. Cela coûte aussi à nouveau des centaines de millions. Donc, les coûts pour le contribuable sont immenses, sans compter les coûts des guerres. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de la Covid-19. Nous l'avons dit au début, il y a beaucoup de crises. L'OTAN a également décidé, et le gouvernement allemand a approuvé, que par exemple en 2030, 5% du produit intérieur brut devrait être consacré à l'armement. J'ai fait le calcul pour aujourd'hui. Cela représenterait 46 centimes par euro d'impôt. 46 centimes, donc presque la moitié de chaque euro que nous gagnons.
toi et moi, ou n'importe qui d'autre qui écoute ici, et bien d'autres personnes qui n'écoutent pas non plus. Ces 46 centimes vont dans l'armement. C'est tellement incroyable. Et cela inclut aussi, à mon avis, en fin de compte, l'augmentation des dépenses pour ce genre d'événements pandémiques qui, selon moi, seront à 99% des pandémies planifiées avec des virus créés en laboratoire. Tu étais récemment aux États-Unis et tu as rencontré, entre autres, Kennedy, le ministre de la Santé. C'est un peu comme une sorte d'adoubement. Je ne connais Kennedy que par les médias. Je sais qu'il a toujours critiqué Fauci, l'équivalent américain de Karl Lauterbach, mais il n'a guère tiré de leçons du passé. Comment as-tu trouvé Kennedy? Bienveillant ou aussi critique? Bienveillant, en tout cas. On perçoit déjà sa bienveillance. Il n'était même pas obligé de me rencontrer. C'était aussi à la dernière minute. Je suis allé aux États-Unis dans le but de rencontrer Kennedy. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que cela réussisse lors de ce voyage. Je voulais en fait seulement mettre en marche les leviers pour que cela se produise à l'avenir, car je le considère comme crucial pour mon travail actuel, à savoir reconnaître le lithium comme oligo-élément essentiel. Avec von der Leyen, je me heurte à un mur. Là, il n'y aura absolument aucune action, l'essentialité ne sera pas reconnue, même si j'ai donné une conférence à ce sujet au Parlement européen. Et puis, environ 6 semaines plus tard, le 6 août 2025, donc ma conférence était en juin, le 6 août 2025, un article est alors paru dans une revue scientifique dans Nature, publié par l'université Harvard, qui a confirmé toutes mes déclarations. Ils disent en quelque sorte que cela a une signification physiologique dans le cerveau et nous protège contre la maladie d'Alzheimer, à savoir la microdosage, et qu'une carence pourrait probablement être l'un des principaux facteurs du développement de la maladie d'Alzheimer. Et je considère la maladie d'Alzheimer seulement comme une partie d'un syndrome de déficience immunitaire mentale qui englobe tout un spectre de maladies cérébrales, de l'autisme à Alzheimer, mais aussi la performance mentale en soi, donc en général chez les personnes de notre société, et cela conduit justement au fait que nous soyons aussi dépassés mentalement. Le manque de lithium y contribue massivement, et j'ai essayé de le mettre en œuvre là-bas. On n'a aucune chance. Et c'est pourquoi je me suis dit, eh bien, avant de continuer à me battre contre des moulins à vent, je vais simplement changer mon objectif. Et mon objectif était maintenant de trouver un gouvernement qui soit peut-être ouvert à la santé de manière naturelle. Et Kennedy a ce mouvement, donc ce projet aux États-Unis qui s'appelle Make America Healthy Again, mais avec l'objectif de le mondialiser. Donc oui, et c'est bien sûr logique que cela vienne d'Amérique. Là-bas, on trouve probablement le mode de vie le moins sain qu'on puisse imaginer. Les gens ne cuisinent plus, ils ne mangent que du fast-food, ils n'ont aucune idée de rien. Mes enfants ont en partie grandi aux États-Unis. Pendant quelques années, nous avons vécu là-bas et un de mes enfants est même né là-bas. Et là-bas, à l'école, on expliquait vraiment qu'un hamburger était en principe la représentation parfaite de la pyramide alimentaire et que les Fruit Loops représentaient réellement des fruits, donc qu'ils étaient en quelque sorte une source de vitamines. Donc ces Fruit Loops, ces morceaux colorés de glucides avec du fructose et je ne sais quoi d'autre, la façon dont ils sont fabriqués. Donc, c'est tellement absurde, et bien sûr, c'est évident, quand quelque chose vient des États-Unis, ça finit toujours par arriver en Europe. La plupart du temps, avec quelques années de retard, peut-être que maintenant c'est un peu plus rapide, espérons-le, mais à l'époque, malheureusement. Donc le mode de vie malsain est importé ici depuis les États-Unis. Nous considérons toujours les États-Unis, ou nous les avons longtemps considérés, comme un modèle, même sur le plan culturel. De la musique à la production télévisuelle, quoi que ce soit, les États-Unis ont toujours été en quelque sorte la figure de proue pour nous. Mais comme cela est devenu extrême aux États-Unis, Kennedy en a ensuite parlé dans le discours qu'il a prononcé après. Après mon entretien avec lui, il a prononcé un discours public sur Maha. Et il a par exemple dit que 65% des enfants aux États-Unis sont prédiabétiques ou diabétiques. Oui, déjà, 65%. Et nous devons changer cela, et c'est aussi un marché énorme. Il a ensuite expliqué que, par exemple, 450 millions de dollars par jour, 450 millions de dollars par jour sont consacrés à la nourriture pour les enfants, c'est-à-dire au soutien des repas scolaires. Et là, il y a justement les célèbres Fruit Loops, qui sont composés à 80% d'aliments synthétiques, totalement malsains et dépourvus de nutriments essentiels, et cela doit changer. Et il y a évidemment un intérêt financier gigantesque derrière tout ça,
Et j'ai pu lui dire que dans ce programme, il manque bien sûr quelques composantes tout à fait essentielles. Je viens tout juste de publier aux États-Unis La révolution de l'huile d'algue, qui a été traduite et publiée. Le terme oméga 3, notamment les acides gras oméga 3 aquatiques, n'apparaît pas dans le projet MAHA d'après mes observations. Et le lithium manque aussi, et je lui ai fait comprendre cela, et il a immédiatement demandé à ma femme de taper sur son téléphone ou se procurer du lithium orotate. Donc je pense qu'en quelques minutes que j'ai eues avec lui, j'ai pu avoir un impact. Cependant, pour moi, c'est d'abord juste une façon d'avoir un pied dans la porte pour que la prochaine fois qu'il entende parler de moi, il se souvienne de cela, et je vais bientôt lui écrire une lettre plus longue où j'expliquerai tout cela plus en détail. Je pense qu'il saura de qui vient la lettre. D'autant plus que les personnes que j'ai rencontrées ont un contact direct avec lui. Donc, 3 personnes aux États-Unis m'ont dit que si j'avais besoin de quelque chose de lui, elles pouvaient l'appeler directement pour moi, donc elles ont directement son numéro, que j'ai d'ailleurs aussi. J'ai son numéro de portable. Cependant, je ne vais pas le faire pour ne pas être trop irrespectueux. Cet homme est très occupé, mais si on prépare les choses, il y aura une autre conversation et j'ai de très grands espoirs à ce sujet. Il s'est déjà exprimé de manière critique à plusieurs reprises sur l'Allemagne par le passé. Je crois même qu'il a qualifié le gouvernement allemand de totalitaire dans l'une de ses interviews. Et il n'a jamais compris qu'ici, il n'y a jamais eu de véritable travail de mémoire. Et entre autres, les médecins, ou plutôt les gens, ont beaucoup souffert des mesures liées au Covid et qu'il n'y avait finalement aucune liberté d'expression à ce sujet. Oui, aussi la persécution des médecins, donc. Il a demandé une amnistie, un peu comme Tom Lausen, qui a interrogé Jens Spahn lors de la commission d'enquête sur le Covid. Et comme Jens Spahn vient de le dire, il ne doit pas y avoir d'amnistie parce qu'à l'époque, les lois disaient qu'on ne devait évidemment pas faire ceci ou cela. Mais à mon avis, les médecins ont tout simplement été placés dans une situation extrême. À un certain moment, il faut peut-être aussi enfreindre telle ou telle loi si l'on veut protéger ses semblables, les patients, contre un tel système corrompu. J'ai une certaine compréhension pour cela. Le code de Nuremberg joue également un rôle important à cet égard. Si par exemple j'étais dans la Bundeswehr, ce qui heureusement n'a jamais été le cas, Dieu merci. J'y suis allé il y a 2 semaines pour refuser le service, donc c'était un peu compliqué. Longue histoire. Mais le point important, c'est que si quelqu'un dans une chaîne de commandement donne un ordre absurde, alors celui qui est plus bas dans la chaîne doit évidemment avoir la possibilité de s'y opposer et consulter, pour ainsi dire, un bien supérieur. Et la santé des gens est le bien le plus précieux. La liberté mentale et la santé. Et c'est pourquoi je tire mon chapeau aux médecins qui ont justement fait cela. Et en fait, ils devraient recevoir la Croix fédérale du mérite au lieu d'être en prison, même si la Croix fédérale du mérite est peut-être quelque chose qu'on n'accepte plus volontiers. Bien sûr, à force de l'avoir souvent attribuée à des personnes qui ont soutenu le récit officiel, c'est une distinction qu'on a, comme je l'ai dit, plus forcément envie de recevoir. Mais le point important, c'est que ces personnes méritent le plus grand respect. Et c'est justement ce que Kennedy a dénoncé, à juste titre selon moi. Et oui, mais ça n'arrivera tout simplement pas tant que les gens continueront à voter dans les urnes pour les partis qui étaient justement responsables de ce qui s'est passé. Nous avons beaucoup parlé des structures de pouvoir, nous avons parlé des intérêts économiques, des récits politiques. On a vite l'impression, en tant qu'individu, qu'on ne peut de toute façon rien changer. Donne-nous un peu d'espoir pour finir. Que peut faire concrètement chacun d'entre nous pour rester lucide dans ce monde complexe et ne pas se laisser manipuler? Le lithium et les oméga 3 aquatiques seraient des options, tout simplement parce que corriger cette carence est l'une des plus critiques dans notre société. Et bien sûr, peut-être aussi la vitamine D. Au printemps, la carence reste forte malgré le retour progressif du soleil. C'est déjà très important, non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Le système immunitaire mental, je le souligne toujours, est important. C'est le mécanisme de protection contre les fausses narrations, la capacité des gens à évaluer ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais c'est aussi important pour la curiosité, et la curiosité est importante. Nous devons être ouverts, et les gens doivent devenir plus ouverts. Donc, plus de personnes doivent s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées, et ne pas en avoir peur. Et c'est justement le mot-clé. Le système immunitaire mental est aussi responsable de la résilience psychique, et nous devons nous défendre, et la défense commence par la résilience. Et je crois qu'il faut faire beaucoup pour sa propre santé. La santé mentale, c'est vraiment très très important. C'est aussi mon grand sujet.
J'essaye d'atteindre de plus en plus de personnes et grâce à toi, j'y parviens de plus en plus. C'est vraiment très, très important. Et quand les gens auront cette force intérieure et commenceront à se défendre, ils vont aussi davantage se connecter entre eux. Se connecter, c'est vraiment, vraiment important. Et pour moi, un schéma d'espoir, c'est par exemple lorsque l'obligation vaccinale a été instaurée en Autriche, ils n'ont pas pu l'appliquer. Ce n'était qu'un papier, mais quand il a vraiment compté, les gens sont descendus dans la rue et ils ont dû reculer. Cela veut dire que j'ai moins peur des lois que de la passivité des gens. Tu as mentionné l'Autriche. Y a-t-il d'autres exemples où le travail de mémoire a bien fonctionné? Là-bas, quelques politiciens critiques se sont excusés devant la caméra. Peut-être dans d'autres pays, dirais-tu que l'Allemagne devrait s'en inspirer? Je suis peu présent dans les médias et préfère lire des sources primaires scientifiquement pour en tirer mes propres conclusions. Mais j'ai entendu dire qu'en Espagne, par exemple, des opposants à la vaccination ont déjà été amnistiés et qu'il y a même eu des excuses. Il y a apparemment des cas comme ça. Donc il y a des changements, il y a des États qui se détournent maintenant de l'OMS. Je trouve que c'est un signal très fort. J'espère que les États-Unis sont vraiment sérieux et qu'aucun argent ne circulera. Malgré les rumeurs, j'espère qu'ils montreront l'exemple. Je pense que la Hongrie est très très forte dans ce domaine et j'ai un certain espoir pour l'Italie. Donc plus il y a de pays qui retirent leur confiance à l'OMS, et peut-être que les premiers pays qui tomberont agiront comme des dominos, déclenchant ainsi toute la cascade, de sorte que toutes les pièces tombent et que l'OMS disparaisse tout simplement. L'OMS doit disparaître, tout comme l'UE, qui à mon avis devrait également disparaître sous sa forme actuelle. Ce n'est qu'une organisation de lobbying pour les intérêts pharmaceutiques, mais aussi pour les intérêts industriels en général. Il y a déjà du mouvement. Et ce que je constate aussi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que ceux qui sont dans l'opposition deviennent de plus en plus forts. Nous venons de le vivre ici, je suis en Bade-Wurtemberg. Là aussi, l'opposition s'est fortement renforcée. Un parti qui était également responsable. Ce que nous avons vécu en 2020 a, je crois, tout juste réussi à dépasser le seuil des 5%. Donc, il y a du mouvement. Nous verrons ce que cela donnera au niveau fédéral, peut-être même dans les prochaines années, voire plus tôt que prévu. Donc j'ai simplement l'espoir qu'il y ait beaucoup de mouvements chez les gens et que des personnes comme toi et moi puissent y contribuer. Oui, tu as parlé de l'Espagne. Je trouve que les Espagnols ont actuellement une direction intègre, du moins selon moi, surtout dans le conflit avec l'Iran. C'était l'un des rares États à avoir dit qu'il n'avait pas envie de participer à tous ces massacres au Moyen-Orient. Et nous n'avons pas non plus envie de tous ces réfugiés qui probablement arriveront d'Iran après-demain parce que nous détruisons encore leurs moyens de subsistance ou exigeons un changement de régime sans plan B. Et là, cela se voit clairement. Quand on a vraiment une direction qui a aussi du cran, les Américains finissent par céder ou du moins avoir du respect pour de telles personnes. Oui, ou même des individus. Comme tu l'as dit, j'ai rencontré Tucker Carlson qui a dû reporter notre rendez-vous d'un jour et la vidéo a aussi été retardée. La conversation que nous avons eue, parce qu'il est entré en conflit direct avec Trump, il a vraiment attaqué très fort en montrant à quel point cette manière de faire la guerre est malveillante et sans plan B et qu'il n'a jamais été possible de provoquer un changement de régime en larguant des bombes depuis le ciel. Et il a avancé de nombreux arguments. Il a prononcé un excellent discours qui a été publié sur X, précisément le jour où il voulait en fait me parler, ce qui était un peu dommage pour moi, mais j'ai parfaitement compris qu'il devait maintenant mettre cela au premier plan, le mettre en avant. Oui, la guerre en Iran est désormais au premier plan, mais il ne faut pas, et heureusement il en a parlé avec moi, oublier ce qui est vraiment important pour l'être humain. Car si nos cerveaux sont en bonne santé, nous ne laisserons pas cela nous arriver. Donc il n'y aura pas de guerre si les gens n'y vont pas, et je crois simplement que davantage de personnes doivent se réveiller. Et le moment est plus que jamais venu. Tu viens de mentionner Tucker Carlson que je trouve formidable. C'est un porte-flambeau de la vérité qui va là où c'est inconfortable. Je trouve que la culture du débat est bien plus saine partout ailleurs qu'en Allemagne. Aux États-Unis, il y a Mearsheimer, il y a Sachs, il y a Tucker Carlson, il y a Candace Owens et encore beaucoup, beaucoup d'autres. En Europe, on évoque certains conflits très ouvertement et de façon neutre, alors qu'en Allemagne, nos politiciens sont très soumis. Parfois, ça me fait vraiment mal au cœur et j'ai un peu honte d'être allemand. J'aime les gens, je suis patriote jusqu'au bout et j'aime ce pays.
mais être représenté comme ça par tous ces gratte-papiers qui n'ont vraiment aucune colonne vertébrale, qui vont vraiment aux États-Unis et rampent toujours devant Donald Trump, sans jamais faire preuve de fermeté. Je trouve ça parfois vraiment très, très blessant aussi. Et c'est vraiment très spécifique à l'Allemagne. Et dès qu'on sort un peu, dès qu'on prend d'autres nations comme référence, ce que je dois faire aussi dans une certaine mesure pour rester neutre, on voit qu'il y a une toute autre ambiance. Et ici, des politiciens qui restent tellement neutres face à des foyers de conflits très clairs. Désolé, nous ne pouvons pas évaluer cela actuellement. La situation est complexe. Pourtant, 500 000 personnes meurent là-bas en ce moment. Je trouve ça extrêmement naïf, voire même trop soumis. Oui, il faut simplement se poser la question de pourquoi c'est comme ça. Cui bono, donc qui en profite? D'où vient l'argent si on s'intéresse un peu à l'histoire? Et j'ai commencé maintenant à faire ça davantage, donc à sortir un peu des sentiers battus. Jusqu'à présent, je ne me suis occupé que de la science et de mon domaine, mais je dois de plus en plus me poser la question, comment tout cela s'articule-t-il en fait? Donc tous ces sujets deviennent soudainement très politiques. Et dans le contexte historique, je pense que l'Allemagne représente en fait le centre de l'Europe. Et si l'on veut dominer l'Europe sans investir trop d'argent, c'est-à-dire sans acheter chaque gouvernement, alors il faut au moins en acheter un, c'est l'allemand. Si on l'a, on s'est en principe déjà assuré le pouvoir politique en Europe. Ainsi, bien que les Allemands soient seulement 80 millions sur 400 millions d'Européens, mais en tant que puissance économique, ils sont justement les leaders et rien ne se passe sans les Allemands, c'est malheureusement comme ça. Et cela signifie que si les mondialistes veulent acheter des politiciens, alors évidemment, on peut imaginer que les premiers qu'on achèterait seraient bien sûr les Européens, les Allemands en Europe. C'est la seule façon dont je peux l'expliquer. Mais comme je l'ai dit, je suis un simple profane sur ces sujets. D'autres ont plus d'informations. Voilà comment je me l'explique. C'est justement pour cela, parce que nous avons été un pays aussi prospère dans le passé, que nous ne devons pas tolérer de tels gouvernements. Michael, c'est un véritable honneur de parler avec toi. Continue de construire des ponts, sois non conventionnel et reste en bonne santé pour encore de très, très, très nombreuses décennies. Tout le meilleur à toi et à ta famille. Oui, je te souhaite la même chose à toi et à ta famille aussi, et merci beaucoup pour cette conversation.